I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Columbia, Columbia, this is Houston, AOS. Columbia. Salut Jeanne, Salut. bien heureux de te voir. Bah, pareil. Bon, eh ben on va commencer comme ça, à brûle pour point. Ça fait bizarre parce que c'est la première fois que je te vois en vrai. On s'est parlé au téléphone, mais Voilà. Hein. La vie au temps du coronavirus, c'est très rigolo. ouais, tout change, tout change. Bon, enfin bon. Donc ma chère Jeanne, eh ben, on va commencer maintenant, hein, puisqu'on est en... Donc je suis heureux de te présenter Jeanne A. Debat. Que veut dire ce A? Ah, ça, c'est un grand mystère que je ne dévoilerai pas. D'accord. En fait, quand j'étais jeune, je faisais de la science-fiction et la plupart des auteurs s'appelaient Robert A. Heinlein, H.P. Lovecraft. Et je ne voyais pas du tout ce qu'il pouvait y avoir, ou Philip Kindred Dick. Et je voyais pas. Ces majuscules au milieu, ça me faisait rire. Et je me suis juré que si j'étais écrivain, il y aurait une majuscule au milieu et que personne ne saurait jamais ce qu'elle veut dire. Je voudrais te présenter. Tu es Jeanne A. Debat. Debat. Debat même. Tu es l'auteur de plusieurs romans de SF, d'un nombre assez conséquent de romans pour la jeunesse, de romans de fantasy ou de fantastique, je ne sais pas comment on doit dire, quand on parle de vampires. Dans mon cas précis, ça s'appelle de l'urban fantasy. Voilà, d'accord. Puisque c'est les vampires dans un monde moderne, tellement moderne que c'est du futur proche. Et d'une certaine façon, mes romans de vampires sont aussi de la science-fiction. D'ailleurs, il y a une grosse partie de science-fiction dans mes romans de vampires. D'accord. Je fais de l'urban fantasy fusion. D'accord. Ouais, c'est vraiment de la fusion, c'est du mix. Et de deux romans de SF, La vieille anglaise et Le continent, qui est aussi un recueil quelque part, puisqu'il n'y a pas dans ce livre pas qu'une histoire, il y en a plusieurs, et Plague Earth. Alors, je n'ai pas lu Plague Earth, je ne sais pas de quoi ça parle. Tu peux nous dire de quoi ça parle, Plague Earth? Plague Earth, c'est mon idée de l'apocalypse molle vers laquelle nous allons. Alors bon, c'est un vieux roman, il date de 2009. Et à ce moment-là, on avait on savait le changement climatique. Simplement, les modèles n'étaient pas clairs, si tant est qu'ils le soient déjà, qu'ils le soient maintenant. Enfin, on ne savait pas trop si en France, on aurait plutôt du froid ou plutôt du chaud à ce moment-là. Et donc, j'avais pris l'hypothèse grand froid. Et Plague Earth raconte donc une France dévastée par le changement climatique, où les riches sont à l'abri dans les villes et les pauvres dehors grattent ce qui reste. Et à ce moment-là, sur la planète Terre, il ne reste que les humains, les cafards et les rats. Ouais. Grosso modo. Dans les mers, c'est une espèce d'immonde égout à ciel ouvert. Bref. Et là, il y a une espèce de miracle catastrophique qui se passe. C'est que un couple de savants découvre les réacteurs à Liscan qui qui tirent leur énergie des dimensions non exprimées de la réalité. D'accord. Cette énergie va permettre aux êtres humains de continuer à s'accrocher à leur grosse boule puante, encore un peu, mais ça ne va pas suffire, on le sait, on glisse. On est au bord du gouffre et on glisse lentement. Et à ce moment-là, chez les adolescents, se manifeste une maladie étrange, une plaie. Ils deviennent capables de créer à partir de rien des choses qui n'existent plus. Et plus précisément, des êtres vivants, mais aussi alors, ça peut être des abeilles, ça peut être des éléphants, ça peut être des loups, mais ça peut être aussi des bactéries. D'accord. Voilà. Et ces gens-là, comme on a à peu près compris que le génocide c'est mal, ces gens-là, on les met dans des réserves. Et là, ils subissent une autre transformation. Je vais m'arrêter là. D'accord.
Voilà, c'est un peu les X-Men chez Harry Potter avec des pouvoirs rigolos. D'accord. Alors, l'anglaise et le vieux continent parlent de. J'en fais juste le pitch d'une femme qui transfère son esprit dans le cerveau d'un cachalot. Cette femme est une éco-warrior et je n'en dis pas plus. Il se passe des choses. Mais pour moi, la vraie question, c'était jusqu'où est-ce qu'on a le droit d'aller, même quand on a raison. La vieille anglaise, elle avait tendance à aller trop loin. Et ses amis ont tendance à aller trop loin chaque fois. Voilà. C'est des gens horribles, en fait, que je décris dans la vieille anglaise et les continents. Voilà. C'est des savants pas conscients. Voilà. Alors, ma question pour qu'on raccroche au thème de cette nuit, comment les étoiles font rêver les auteurs de SF? Car je n'ai pas peut-être assez précisé, tu connais très bien le monde de la SF. Tu es professeur de lettres classiques, mais tu n'es pas que ça. Tu travailles avec un grand nombre d'auteurs différents. Et tu as donc une position de vigie presque sur la SF. Comment les étoiles, comment le monde de la cosmologie, de l'astrophysique, de la planétologie peuvent influencer, comment ce monde de sciences pures et dures influence les auteurs et de SF qui sont avant tout des littéraires? Historiquement, je pense que nous avons tous lu, toute l'école française, nous avons tous lu Verne. Hein, Le voyage dans la Lune, pour nous, c'est un des romans de départ. Mais je crois qu'on a tous été également bercés par la science-fiction des années 40 américaine. Les Heinlein, les Asimov, qui nous ont envoyés dans les étoiles. J'ai trouvé ça absolument merveilleux. Il y avait ce sentiment que partagent tous les auteurs de science-fiction, puisque nous l'avons nommé, c'est le sense of wonder, le sentiment du merveilleux, comment dire, l'éblouissement devant le réel merveilleux. Et l'espace, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, je pense. C'est celui qu'on a le plus envie d'explorer et qui est le plus complexe, en fait. En fait, les Français ne se sont pas beaucoup lancés dans le space, sans doute parce que devant eux, il y avait les Américains qui avaient largement déblayé le terrain. Et puis, parce que, quelque part, le space opéra, malgré tout, est une littérature de la frontière, du pionnier. Et ça fait longtemps que les Français ne sont plus des frontaliers, des pionniers. Heureusement d'ailleurs, puisque ça signifie aussi que ce seraient des colonisateurs. Or, ça n'est plus tellement l'esprit actuel en France. On a déjà du mal à dealer avec les restes de nos anciennes colonies. Hein. Donc, bon. Cela étant, il reste cet éblouissement devant l'espace, celui qui vous saisit lorsque vous regardez les 10 minutes du départ de l'Enterprise dans le premier Star Trek, celui de Robert Wise. Là, on a une vision de l'espace grandiose qui est celle que tous les auteurs de science-fiction, français ou non, cherchent à obtenir, cette espèce de sentiment de « nous irons jusque-là un jour ». Le problème, c'est qu'actuellement, celui qui veut nous y envoyer, c'est Elon Musk, et la conquête de l'espace façon Elon Musk, ça ne nous fait pas rêver. On y a pensé, hein, celle-là. La conquête de l'espace par les riches, on l'a décrite. Vous la trouvez d'ailleurs particulièrement dans une série qui s'appelle The Expanse, qui est actuellement visionnable. Lorsque ce sont les riches qui possèdent l'espace, les pauvres meurent de faim sur Terre. Il y a l'autre vision, il y a la vision de John Scalzi qui est assez amusante, où la Terre est isolée et que pour aller dans l'espace, il faut rompre ses liens avec la Terre et rejoindre l'armée. Toujours quelque part entre l'espace et l'humanité, il y a toujours l'armée qui se glisse. C'est assez curieux. Les plus grands romans de science-fiction de space-up sont souvent des romans qui sont aussi des romans qui parlent de l'armée, des romans militaires. C'est bien dommage, c'est ce que je regrette.
Alors, c'est vrai pour des romans d'hommes. Lorsqu'on trouve des auteurs comme Becky Chambers, par exemple, dans son roman magnifique L'espace d'un homme, qui a reçu, je crois, le prix Verlanger et d'autres, sûrement des Nebula, des Hugo, tout ça. Il y a l'armée au fond, on la craint l'armée, mais ça n'est pas du tout le sujet. C'est Jane Austen dans l'espace. C'est à l'heure du thé, que va-t-il se passer? C'est magnifique. On a aussi ce sense of wonder dans ce space opéra, parce qu'il n'y a plus que l'espace, l'homme, le vaisseau. Voilà. J'espère que j'ai réussi à répondre à la question, mais elle est tellement vaste. Elle est immense, on n'en a pas fini. Mais d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'on s'acharne à parler de l'espace. L'espace, c'est quand même le lieu le moins propice à l'humanité. C'est immense, on ne peut pas y voyager le temps d'une vie, ou alors il faut imaginer des moyens de se déplacer qui ne sont pas du tout des moyens réels. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Il y a des radiations dures qui viennent du cœur des galaxies. Il y a le vide, il y a le froid. Il n'y a aucune nécessité pour l'humanité d'aller dans l'espace. Et pourtant, les auteurs de SF s'acharnent à aller dans le lieu le moins accueillant qu'ils puissent imaginer, alors qu'ils ont sur Terre un lieu qui est beaucoup plus accueillant, qu'on ne connaît pas, c'est le fond des mers. Qu'est-ce qui fait que l'espace est si appétissant pour vous autres auteurs de science-fiction? J'ai envie de dire que la première chose qu'on voit, qui est hors de portée, mais qu'on voit, c'est vraiment l'espace. Lorsqu'on regarde la nuit et les étoiles, on ne peut pas les compter, on voit ce spectacle absolument splendide, alors que si on regarde la surface de l'océan, on ne voit rien. Juste une surface lisse. On peut tout imaginer dessous, certes. Mais ce qui l'idée que là-haut, il y a des beautés inexplorées, c'est l'espace. C'est la première chose qu'on voit, la plus évidente. Et elle reste hors de portée de la main, de la connaissance aussi, pour plein de raisons. Cela étant, le fait que ça soit inhabitable, que ce soit le milieu le plus hostile qui soit à la vie humaine, c'est peut-être encore un challenge. Dans Aux Hommes les Étoiles, en tout cas, James Blish se pose la question de qu'est-ce que c'est que l'humanité, ce qui est la vraie question en fait de la science-fiction. C'est la question fondamentale. Et peut-être que savoir ce qu'est l'humanité, ça signifie se confronter à l'endroit où elle est le moins attendue, le moins capable de survivre. À part ça, lorsqu'on regarde l'espace, lorsqu'on regarde l'idée des galaxies, l'idée de l'univers, les photographies, on ne peut être que saisi de cette beauté qui s'étale sous nos yeux. Une nébuleuse, c'est magnifique. C'est un spectacle d'une telle ampleur. Et peut-être aussi, il y a ça. Même si l'océan est vaste, il n'est pas infini. Même si il nous faudrait des milliers de vies pour explorer l'océan, malgré tout, il y aurait une finitude à ces milliers de vies. Alors qu'il n'y en aura jamais pour l'exploration de l'infini. On ne s'arrêtera jamais. Il n'y aura pas un moment où on dira, là, ça y est, toutes les terres sont connues. Il y a eu ce moment-là dans la science-fiction, le moment où on pouvait encore rêver d'Opar, de les cités perdues de Tarzan, où on pouvait rêver du monde perdu, où les professeurs bizarres de Conan Doyle allaient trouver des dinosaures. On pouvait encore rêver de ça il y a, 50 ans, 60. Maintenant, on ne peut plus. Le monde est fini, le monde est terminé, il est cartographié peut-être au caillou près. L'univers, on n'y arrivera pas. C'est peut-être ce grand défi-là. Je voudrais te poser une dernière question. Toi, en tant qu'auteur de SF, en tout cas, et aussi en tant que littéraire, qu'est-ce qui te donne le plus envie? Qu'est-ce que tu retires le plus de la science, et particulièrement de la science, des sciences de l'univers, de l'astrophysique, de l'astronomie, de la planétologie? Qu'est-ce que tu retires le plus de ce champ de science-là?
Alors, moi, ce que j'aime dans la science particulièrement, c'est qu'elle me dit qu'il y a une réponse à tout et une réponse qui ne sera pas métaphysique. C'est-à-dire que, alors ça, c'est mon côté extrêmement rationnel qui parle. Hein. Je n'ai pas besoin qu'il y ait des dieux, même si j'aime la mythologie. Et la science l'a un tout petit peu remplacée dans mon esprit. J'attendais les réponses aux questions que je me pose. Et c'est ça qui me séduit dans la science. C'est-à-dire que je ne veux pas... ce n'est pas que j'ai du mal à me confronter avec l'incertitude, puisque la science n'est qu'incertitude finalement. Intuition, vérification de l'intuition, mais à la base, si on a une intuition, on n'est pas sûr quand même. Normalement, on n'est pas sûr qu'elle est bonne. Donc on la teste. Ensuite, si elle survit au test, ça devient une théorie. Théorie qui va rester là jusqu'à ce que quelqu'un trouve une manière de l'infirmer. J'aime beaucoup cette façon de penser le monde, qui est à la fois dans le doute constructeur, et l'anti-certitude, la certitude qui nous rend bêtes. Alors le problème, et on l'a vu récemment, le problème c'est que la science connaît des biais puisqu'elle est exercée par des gens, et que les gens ont des biais, forcément. Ils ont une façon de penser, ils s'attendent à trouver des réponses, et les meilleurs scientifiques ne peuvent pas s'empêcher d'attendre une réponse particulière à la question qu'ils posent. Quelque part, quelques-uns ont la réponse avant la question. Et c'est très gênant quelque part, mais c'est très intéressant aussi. C'est comme ça que l'humanité progresse, en éliminant ces biais, en réfléchissant à la façon de continuer à réfléchir, à poser des questions, à y répondre, à tester les hypothèses, à les infirmer ou les confirmer. Moi, c'est ça qui me séduit dans la science. C'est cette avancée dans le savoir, construire. Et construire à coup parfois d'intuitions qui mettent à ras tout ce qu'on croyait savoir jusque-là. Ça, c'est exceptionnel. C'est presque aussi beau et infini que l'espace. En fait, pour clore là-dessus, ce qui te séduit, c'est que, si je synthétise ce que tu m'as dit, ce qui te séduit, c'est qu'il y a en science comme en littérature une élégance, une esthétique. Et c'est ça qui te meut. Ah oui, c'est ça. Évidemment, l'esthétique, c'est l'élégance, la finesse, l'intelligence des choses. On la trouve dans la science, on la trouve dans la littérature, oui, c'est ça. J'aimerais bien que les êtres humains soient comme la science et la littérature. Merci Jeanne d'avoir passé ces moments avec nous. J'espère qu'on se verra en vrai un jour ou l'autre à Paris ou dans les coins. On verra bien. Différents utopiales. D'accord, oui, c'est vrai. Les utopiales, il faut parler des utopiales. Si on aime la science, si on aime la littérature et si on aime la science-fiction, il faut aller aux utopiales. Et les utopiales, c'est en octobre. Fin octobre, début novembre, du 26 octobre au 4 novembre cette année, je crois. En tout cas, c'est la bonne fourchette. Et le festival, nous l'espérons, se tiendra en présentiel, si Covid-19 nous laisse faire. Merci encore, Jeanne. Au revoir. La lune, blanche, luit dans les bois. De chaque branche part une voix sous la ramée. Oh, bien-aimé, l'étang reflète, profond miroir, la silhouette du saule noir où le vent pleure. Rêvons, c'est l'heure. Un vaste et tendre apaisement semble descendre du firmament que l'astre irise. C'est l'heure exquise. La lune blanche luit dans les bois. La lune blanche luit dans les bois. De chaque branche part une voix sous la ramée. Oh, bien-aimé, bien-aimé, l'étang reflète, profond miroir, la silhouette du saule noir où le vent pleure. Rêvons, Rêvons, c'est l'heure.
C'est l'heure. Un vaste et tendre Un apaisement vaste semble et descendre tendre du firmament apaisement que semble l'astre descendre irise. du firmament que l'astre irise. C'est l'heure exquise. C'est l'heure exquise. La lune blanche luit dans les bois. La lune blanche De luit dans les chaque bois. branche part La une lune De voix chaque sous la branche ramée. luit dans part les une bois. voix sous la ramée. Oh, De chaque branche bien-aimé. part une Oh. voix sous la ramée. Bien Les aimé. temps reflètent, Oh, profond bien-aimé. Les temps miroir, reflètent la temps silhouette du reflètent. saule noir où le vent la Profond pleure. silhouette miroir. du saule noir La où le vent silhouette pleure. du saule noir C'est où le l'heure. vent Rêvons. pleure. Un vaste C'est et l'heure. tendre apaisement C'est semble l'heure. Un descendre vaste du et tendre firmament apaisement que Un l'astre vaste et semble tendre irise. descendre du apaisement firmament que semble l'astre C'est l'heure descendre du exquise. firmament que C'est l'heure l'astre exquise. irise. C'est l'heure exquise. Allons tout doucement à notre aise. C'est délicieux de tremper dans cette espèce de lumière liquide qui fait de nous des êtres divins et suspendus. Il n'y a plus besoin de mains pour saisir et de pieds pour vous porter. On avance, comme des anémones de mer, en respirant par le seul épanouissement de son corps et la secousse de sa volonté. Tout le corps ne fait plus qu'un seul sens. Une planète attentive aux autres planètes suspendues. Je sens directement avec mon cœur chaque battement de ton cœur. L'eau porte tout. C'est délicieux, l'oreille au ras de l'eau, de percevoir toutes ces musiques confuses, les danseurs autour de la guitare, la vie, les chants, les paroles d'amour, l'innombrable craquement de toutes ces paroles imperceptibles. Et tout cela n'est plus dehors. On est dedans. Une goutte d'eau associée à la mer.